Alors bonsoir à tous, bienvenue donc sur dailyfx.fr, bienvenue Vincent Gann et Adrien Raymond ce soir donc pour vous retrouver. On va vous présenter dans le cadre d'un webinaire spécial nos prévisions trimestrielles pour le second trimestre 2014, donc celui en fait qui a commencé il y a déjà une semaine. Concrètement comment la structure va se déployer, on va revenir sur les performances du premier trimestre de l'année. Et vous allez voir que lorsqu'on regarde la hiérarchie, les grands indices, la hiérarchie sur les matières premières ou encore sur le Forex, il y a clairement des enseignements que l'on peut en tirer. Et puis donc dans un second temps et un troisième temps, on reviendra sur les enjeux fondamentaux du trimestre en cours. Et puis bien sûr nos meilleures stratégies de trading pour le second trimestre. Alors, écoutez, on va commencer par la hiérarchie des principaux indices. Donc je vous laisse prendre connaissance des risques liés au trading, avertissement légal qui vous rappelle bien sûr que la présentation est donnée à titre purement indicatif. Donc je vous invite à prendre connaissance des avertissements légaux, je vais changer. Voilà, le son doit fonctionner un peu mieux maintenant. Donc voilà, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal, les risques principaux liés au trading, présentation donc à titre purement indicatif. Et puis nous basculons donc sur le bilan du premier trimestre 2014. Vous allez voir, il y a beaucoup d'enseignements, c'est très instructif pour envisager la suite des événements. Alors on attaque sur le bilan des indices boursiers depuis le début de l'année. Alors il y a clairement un certain nombre de choses qui ressortent de ce palmarès. En tête et de manière assez surprenante, vous retrouvez l'indice MIB, donc qui représente en fait c'est le baromètre de la tendance des actions italiennes, et en queue de peloton les actions russes représentées donc par l'indice RTS. Mais il faut regarder au-delà de ça. Vous constatez que j'ai inclus dans ce palmarès des grands indices boursiers le Bund. Alors le Bund, ce n'est pas un indice du marché action, c'est un indice représentant le marché obligataire, tout simplement pour vous rappeler qu'au premier trimestre, ça n'a pas été forcément très net, c'était presque assez insidieux, assez caché, mais on a eu sur le marché des flux de capitaux qui se sont diversifiés. En clair, qui ont pu quitter certains indices boursiers. Alors on sait que des capitaux se sont déplacés des places boursières émergentes, mais aussi on a vu des actions japonaises. Vous constatez sur ce graphique que les actions chinoises représentées par l'indice SSE ont enregistré des performances négatives depuis le début de l'année. Les actions russes ont reculé, mais elles avaient déjà reculé avant les événements géopolitiques liés à la Crimée, à l'Ukraine. Mais bien sûr, ces événements ont exagéré la baisse des actions russes. Les actions japonaises ont reculé tout simplement parce qu'elles avaient pris plus de 50% en 2013. Mais regardez aussi les performances de l'indice allemand DAX 30, les performances de l'indice britannique ou encore celles du Dow Jones des valeurs industrielles, elles sont négatives. Donc clairement le premier trimestre n'est pas un trimestre favorable au marché des actions. Tout au mieux, disons qu'il est globalement neutre, puisque si on fait la moyenne sur S&P 500, CAC 40, DAX 30, FTSE 600, nous avons globalement un trimestre à l'équilibre. Par contre, naturellement, sortent du lot le MIB, l'IBEX, et tout au long de la présentation, vous allez comprendre pourquoi les actions du sud de l'Europe ont été recherchées. Il y a un attrait pour ces pays, ou du moins un retour dans les portefeuilles. Donc le premier trimestre est globalement neutre pour les marchés actions, hormis les actions espagnoles et italiennes, et c'est globalement quelque chose qui pourrait se prolonger au second trimestre. Alors sur le marché des changes, là aussi on constate des choses assez liées au marché des actions. Vous constatez en queue de peloton les performances du dollar canadien, mais aussi donc du yuan renminbi. Alors, performance négative de la monnaie chinoise, qui a d'ailleurs vu récemment sa marge de fluctuation élargie face au dollar américain. Cette performance négative de la monnaie chinoise, vous pouvez le mettre en rapport avec la sortie de capitaux. Alors relative, les fonds ne quittent pas la Chine, c'est simplement un réarbitrage, on rééquilibre un peu les portefeuilles. Cette performance négative de la monnaie chinoise peut être mise en rapport avec des flux d'argent qui ont pu quitter la Chine. Et on verra qu'on retrouve aussi une correspondance avec les matières premières. Le réal brésilien, le dollar néo-zélandais, le dollar australien, le yen japonais ont au contraire enregistré une performance positive face au dollar américain. Alors à quoi est-ce qu'on peut lier ça? Il y a plusieurs choses qu'on doit retenir. Les performances du dollar néo-zélandais vous rappellent que plus que jamais sur le marché des changes, c'est le cycle des taux d'intérêt qui influence la performance des monnaies, surtout lorsque ce cycle-là est prévisible. Et clairement, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande est la première des banques centrales occidentales à avoir relevé ses taux d'intérêt au premier trimestre.
et a laissé envisager davantage de hausses lors des prochains trimestres. Les monnaies d'un certain nombre de grands pays émergents, on voit la roupie indienne, alors c'est le symbole INR, ou encore le réal brésilien, BRL. Vous avez aussi la lire turque, représentée par le symbole TRI. Vous constatez qu'elles se sont reprises face au dollar américain. Là aussi, c'est probablement un rebond technique, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des banques centrales qui ont très fortement inversé leur cycle des taux d'intérêt, avec des hausses de taux d'intérêt qui parfois ont été surprenantes, tout simplement parce que, à travers davantage de rémunération sur leur marché monétaire domestique, elles ont cherché à enrayer la sortie des capitaux, qui était due à divers facteurs. Ces pays ont des économies très différentes, mais dans tous les cas, le premier trimestre 2014 a vu des monnaies émergentes finalement se ressaisir, surtout en fait à la fin du trimestre, et puis même très récemment pour la lire turque. Les performances du yen japonais, là vous pouvez rapprocher ça des performances par exemple du marché obligataire d'État. Le yen a un statut refuge, un aspect refuge sur le marché d'échange, et au fond c'est quelque chose qui a été assez marqué au premier trimestre, alors que les marchés actions sont globalement à zéro. Le marché obligataire a connu des performances positives. Le marché obligataire d'État, le marché obligataire d'entreprise, les obligations convertibles, bref, ont attiré des capitaux. Et sur le marché d'échange, il y a un attrait pour le yen japonais. Alors un attrait pour le yen japonais probablement pour son aspect refuge, et puis aussi probablement lié au fait que la Banque centrale du Japon, si l'on en croit les dernières données, n'envisage pas davantage de mesures non conventionnelles. La politique monétaire restera accommodante, mais pourrait en fait rester au niveau qu'elle est actuellement. Et que dire de l'euro, que dire du franc suisse, de la livre sterling, les devises européennes? Eh bien les devises européennes, elles ont gagné du terrain face au dollar américain depuis le début de l'année, mais au fond, la baisse du dollar américain sur les dernières semaines, elle n'est pas essentiellement due, on voit, à la force des devises européennes, mais davantage à la vigueur du yen, on voit aussi à la reprise du dollar australien, et puis globalement, c'est vrai, le dollar américain est au fond vendu. Ça c'est un mystère, on pouvait s'attendre d'ailleurs, et surtout plus récemment, à un rebond du dollar américain avec les perspectives de hausse de taux aux États-Unis, ou en tout cas de hausse de taux obligataire, mais on voit que le dollar américain a du mal à rebondir, même face aux devises européennes. Et ça c'est quelque chose qui pourrait changer au second trimestre, puisque la politique monétaire américaine a donné de nouvelles informations à la fin du premier trimestre 2014. Et enfin, si l'on termine sur le marché des matières premières, là aussi c'est très représentatif de ce qui s'est passé sur le marché au premier trimestre, à savoir en fait un attrait pour le risque qui a été très relativisé. Vous l'avez vu, les marchés actions sont globalement à zéro sur le premier trimestre. Encore une fois, hormis le MIB, hormis l'IBEX, nous avons des marchés actions plats au premier trimestre. Et au contraire, vous avez constaté une belle performance du yen japonais, une belle performance du marché obligataire, représenté par le contrat Bund. Et sur le marché des matières premières, belle performance des métaux précieux, or, argent. Et au contraire, en queue de peloton, performance négative du cuivre. Et c'est vrai que sur le marché des matières premières, si on essaie de mesurer le risque, eh bien l'or et l'argent représentent l'aversion au risque, alors que le cuivre représente au contraire l'attrait pour le risque, puisque c'est clairement le métal le plus lié à l'économie réelle. Et puis, au final, pour conclure sur ces palmarès, au premier trimestre, les actions chinoises ont reculé, le yuan renminbi a reculé, le cuivre a reculé. Ces trois actifs représentent bien les défis fondamentaux pour la suite de l'année, à savoir des éléments liés à l'économie chinoise. Donc maintenant, on va passer sur des actifs de marché et sur quelque chose de très utile sur les marchés financiers. Vous avez sous les yeux un ratio. Alors l'indicateur technique ratio, il est disponible sur la plateforme de trading. On vous le propose donc chez FXECM DailyFX. Ça permet de bien mesurer l'infrastructure du marché. En clair, les grands arbitrages entre les classes d'actifs. Et en fait, ce que vous avez sous les yeux, c'est simplement l'illustration du très bon comportement de l'or au premier trimestre et d'un S&P 500, on l'a vu, qui gagne en fait 1 à 2% depuis le début de l'année. Et moi je m'intéresse notamment aux signaux qui avaient été donnés à la fin du mois de janvier et qui nous avaient invité à vous proposer des stratégies de vente d'indices, pas n'importe lequel, et d'achat de métaux précieux. C'était une stratégie relative. En clair,
vendre un indice, d'accord, mais il fallait en face acheter un métal précieux. Et vous constatez que le 27 janvier, le ratio S&P 500 or donnait un signal de vente, mais vous aviez au même moment un signal de vente sur le ratio Dow Jones des valeurs industrielles face à l'or, ou encore un signal d'achat de l'once d'or face au cuivre. Bref, quelque chose qui s'est finalement révélé être très favorable à l'once d'or sur le marché des matières premières et le marché des métaux précieux. Donc, ce qui s'est produit au premier trimestre, en tout cas en termes relatifs, pourrait se prolonger au second trimestre et voire même s'accentuer. C'est-à-dire qu'au premier trimestre, vous avez des métaux précieux qui ont bien performé et des indices globalement plats. Nous pensons qu'au second trimestre, ces comportements relatifs vont se maintenir, mais c'est peut-être davantage cette fois-ci les indices qui pourraient proposer des performances négatives. Et puis l'once d'or, bien sûr, continuer de performer. En tout cas, on le verra tout à l'heure sur des graphiques, on a rebondi sur un niveau important récemment à 1260 $. Et finalement, tant que ce niveau tient, le trimestre devrait s'avérer favorable pour ce métal. Toujours sur les comportements relatifs, je vous en parlais à l'instant, le rapport entre l'or et le cuivre. Rappelez-vous ce qu'on a vu au niveau des palmarès. L'or a gagné, a enregistré une belle performance au premier trimestre. Le cuivre a fortement reculé. Vous aviez le 27 janvier précisément une cassure haussière sur le ratio gold-cuivre qui vous laissait présager ce meilleur comportement relatif de l'or. Alors naturellement, ça ne permettait pas de dire que l'or allait gagner 10 et que le cuivre allait perdre 5. Au final, c'est le meilleur des scénarios qui s'est produit. Mais dans tous les cas, vous avez là bien un marché des investisseurs qui se diversifie. Alors bien sûr, ça reste à la marge, hein, mais clairement, cela est représentatif de ce qui s'est passé au premier trimestre 2014, probablement un trimestre de transition, avec des indices qui ne performent plus, notamment les indices actions américains, et au contraire des actifs dits de... Alors, il y a plusieurs lectures, soit de la diversification, soit du refuge, bref, peu importe. On voit que les capitaux commencent à arbitrer en défaveur en fait de certains indices actions et donc de manière générale des actions. Clairement, et vous l'avez constaté tout à l'heure sur le palmarès des marchés d'échange, les taux d'intérêt restent au cœur de la tendance des grandes devises sur le marché d'échange. C'est notamment la Banque de Nouvelle-Zélande qui a rehaussé donc ses taux d'intérêt et qui devrait le faire davantage, avec une belle performance du dollar néo-zélandais face au dollar américain. Les politiques monétaires, on a vu, elles sont restées stables tout au long de l'année 2013. Est-ce que l'année 2014, est-ce que le second trimestre 2014 verra la Banque Centrale Européenne modifier ses taux, la Réserve Fédérale des États-Unis modifier ses taux, ou encore la Banque d'Angleterre? Je dirais que du point de vue de la Banque d'Angleterre ou de la Réserve fédérale des États-Unis, même si on peut envisager une hausse des taux cette année, elle ne devrait pas intervenir au second trimestre. Par contre, tout est ouvert pour la Banque Centrale Européenne qui envisage toujours de diminuer son taux directeur. Alors le taux directeur, le principal, le taux dit de refinancement, et c'est le graphique que vous avez sous les yeux qui vous présente un panorama des taux d'intérêt dits de refinancement des principales banques centrales. Et vous constatez que la courbe de la Banque Centrale Européenne est baissière, qu'elle n'a pas encore marqué de plancher, à la grande différence des autres banques centrales, qui sont déjà en fait sur des courbes plates depuis de nombreux mois. En clair, on a là quelque chose qui est clairement un facteur, je dirais, négatif pour l'euro sur le marché d'échange pour le prochain trimestre. Alors bonsoir à tous, donc moi je vais prendre le relais pour vous présenter justement les thèmes que nous avons évoqués dans notre rapport sur les prévisions trimestrielles ici. Clairement, enfin concrètement j'aimerais juste vous présenter le résumé de nos prévisions, le plan. Là on vient de voir en fait le bilan pour le premier trimestre, et puis dans la seconde partie de notre rapport qui est quand même d'une quarantaine de pages, et bien dans ce rapport nous avons évoqué donc plusieurs thèmes qui devraient quand même rester des sujets majeurs sur le marché. Premièrement, la Chine, donc le risque systémique qui
pèse sur le yuan et sur l'activité économique en Chine. La zone euro, donc le risque déflationniste toujours pas écarté avec la BCE. Vous avez vu la semaine dernière justement avec la BCE qui a opté en faveur d'un statu quo. Les États-Unis, les perspectives d'un nouveau cycle monétaire de la Réserve fédérale, ce sera pour 2015, mais ces perspectives devraient quand même rester un thème majeur sur le marché avec le tapering de la Fed. Et le Japon. Donc le Japon qui vient de commencer une nouvelle année fiscale avec la Banque centrale du Japon ce matin qui n'a pas changé sa politique monétaire. Et donc les perspectives du yen selon nous sont probablement haussières et ça va dépendre en fait du sentiment du risque sur le marché. Alors donc je vais maintenant enchaîner avec la zone euro, donc les fondamentaux en zone euro. Sachez que vous pouvez encore une fois télécharger ce rapport sur les prévisions trimestrielles sur notre site. Le lien vient d'être partagé dans le chat. Alors donc commençons avec la zone euro. Alors tout le monde parle de la déflation, enfin de la désinflation plutôt, et le risque déflationniste en Europe. Il est vrai que ce risque n'a toujours pas été écarté. Toutefois, la BCE maintient ses prévisions d'inflation et donc ne change pas d'avis, même si nous avons des spéculations vis-à-vis de nouvelles mesures d'assouplissement de la BCE. Tout simplement, sans actes, sans mesures, sans programme d'assouplissement de la BCE, eh bien l'euro comme une devise est destiné à les perspectives de l'euro sont haussières. Donc l'euro est destiné à une appréciation du fait de la désinflation des prix à la consommation en zone euro, ce qui favorise en fait quand vous regardez l'euro-dollar et vous regardez l'inflation en zone euro et puis vous regardez l'inflation aux États-Unis, tout simplement la parité du pouvoir d'achat veut que l'euro monte alors que le pouvoir d'achat des Européens augmente. Alors que aux États-Unis, avec une inflation supérieure à celle en Europe, eh bien le dollar baisse. Donc jusqu'ici, je pense qu'une grande partie de l'appréciation de l'euro est expliquée par justement ce fait qui est tout à fait normal. Ça ne veut pas forcément dire que tous les mois on aura une hausse de l'euro-dollar avec la désinflation en Europe, mais ça veut dire que sans mesures concrètes de la BCE, à moins de voir maintenant une aversion au risque sur les marchés qui va favoriser maintenant un rebond du dollar US comme dans le passé en 2011 et en 2012 même, et bien sans avoir ces deux conditions nécessaires pour une baisse de l'euro-dollar, ça va être difficile de vendre l'euro-dollar tout simplement. Et donc l'euro pourrait théoriquement parlant, grimper au-delà des 1,40 vu le statu quo de la BCE et vu les fondamentaux en zone euro. Encore une fois, le ralentissement des prix favorise la hausse de la monnaie unique, l'appréciation de l'euro et donc pourquoi pas voir l'euro-dollar grimper au-dessus des 1,40. Cette désinflation, ce qu'il faut comprendre quand on regarde les sous-jacents dans l'économie européenne, cette désinflation s'explique pour moi en tout cas par deux choses, deux faits. Premièrement, les programmes d'austérité des gouvernements, des États européens, donc l'Italie, l'Espagne, la France et autres, eh bien ces États ont réduit leurs dépenses énormément en 2011-2012 pour faire face justement aux problèmes structuraux en Europe. Et bien ça, quand on regarde le composant d'un PIB, ça représente quand même une bonne partie de la demande dans une économie. C'est-à-dire que nous réduisons les dépenses des États et donc il y a une partie qui va être impactée forcément sur la croissance et donc vu le lien étroit entre la croissance des prix et la croissance économique, eh bien cela abaisse les perspectives d'inflation. Donc premièrement, les programmes d'austérité, finalement nous voyons l'impact sur l'inflation. Deuxièmement, dans le secteur privé, ça se discute, mais ce graphique en fait vous montre que, on va dire le rythme négatif de croissance, de création de crédit, tout simplement, les banques ne prêtent pas assez pour assurer une croissance positive du crédit
au sein de la zone euro. Donc dans le secteur privé, en fait, il y a une raréfaction du crédit, ce qui favorise quand même une baisse de l'inflation, donc une désinflation. Et encore une fois, cela favorise une tenue, voire même une hausse de l'euro. Donc il y a deux choses qui jouent ici en zone euro. Les États qui ont réduit leurs dépenses. La France devrait en fait être quand même sous pression. Vous avez vu cela avec la Commission européenne cette semaine, avec le nouveau gouvernement mené par Manuel Valls. Et bien tout simplement, la France pourrait réduire ses dépenses et donc ça représente quand même une bonne partie des dépenses des États en Europe, en zone euro. Bref. Ces tendances sont claires, sont intactes depuis début 2012, donc la désinflation des prix en zone euro. Il y a quand même des pays qui sont clairement dans un cycle déflationniste, je pense à la Grèce notamment, et cela pourrait être le cas désormais pour l'Espagne depuis le mois dernier. Donc il y a quand même ces thèmes qui se développent et qui vont rester quand même des sujets majeurs pour le marché financier au deuxième trimestre. Ça, c'est pour vous montrer en fait les taux obligataires en Europe, pour vous dire qu'il n'y a pas de crise actuellement en Europe. Cette crise a pris fin en 2012. Les taux obligataires donc en Italie en vert ici et en Espagne donc baissent alors qu'ils étaient quand même à 7% en Italie ou plutôt en Espagne en 2012. Et bien depuis, grâce à la BCE, grâce à Mario Draghi, ces taux obligataires, donc le coût de l'emprunt dans ces pays, baissent. Et donc le spread se réduit entre par exemple l'Italie et l'Allemagne. Donc les bonds et les obligations italiennes. Ce qu'il faut comprendre ici, à la fois, c'est l'apaisement des tensions sur les marchés européens qui explique la baisse des taux en Italie, en Espagne, en Grèce et au Portugal. Mais il y a aussi en fait l'effet de la désinflation et donc le risque de déflation en zone euro. La déflation, c'est le pire ennemi des créanciers. Parce que justement, ils prêtent 100 euros aujourd'hui et ils doivent avoir quand même, ils doivent avoir assez d'argent dans le futur pour avoir le même montant. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement les taux baissent alors que l'inflation baisse aussi. Et donc il y a aussi ce facteur qui joue ici. Les tensions donc en zone euro restent limitées, notamment sur le marché bancaire. Donc ici le marché interbancaire en Europe. Ces risques qui étaient quand même, qui pesaient quand même sur le marché avant, ces risques sont perçus, les risques perçus par les opérateurs de marché sont pour le moment très limités. Donc cette courbe en rouge ici, cela représente le spread entre l'Euribor 3 mois et les taux, l'Eonia Swap à 3 mois. Donc en fait, vous calculez tout simplement l'écart entre ces deux taux et vous avez plus ou moins un baromètre, une mesure de risque. Parce que justement, quand une banque prête à l'Euribor 3 mois, elle engage quand même un capital. Alors qu'avec les opérations de swap, il n'y a que des flux qui s'échangent. Et donc il n'y a pas d'échange de capitaux. Donc en fait, sachant qu'avec les swaps, il n'y a pas de risque de capital, le risque du crédit, en l'occurrence sur le capital, et uniquement sur les flux, vous calculez le spread entre ces deux taux et vous avez une mesure de risque de crédit perçue par les opérateurs de marché. Donc ça, c'est en fait la courbe en rouge ici. Vous voyez très bien que quand le spread monte comme dans le passé, ça correspondait à un CAC 40 baissier, donc un marché baissier sur le marché boursier en Europe. La dernière fois qu'on avait des taux, le spread qui montait, c'était alors que le CAC 40 chutait en 2011. Et depuis, on est revenu avec Mario Draghi en 2012, un spread, on va dire normal, d'avant même la crise en 2007. Et donc en fait, pendant cette période où le marché, il n'y avait pas trop de tension sur le marché interbancaire en Europe, le CAC 40, entre-temps, il est passé de 3000 points à 3500, 450 points, 500 points la semaine dernière. Donc tant que les tensions en Europe restent
limité, le CAC 40 pourrait théoriquement parlant aller plus haut. Certainement avec des phases baissières et enfin c'est normal, vous avez une tendance haussière mais vous avez des écarts à la hausse et à la baisse. Mais voilà, ça vous montre à quel point fondamentalement parlant les banques se prêtent entre elles. C'est plutôt une question, est-ce que les banques prêtent à l'économie réelle? Et donc ça, encore une fois, ça va rester un thème majeur pour le marché. Alors maintenant, on va parler des risques, parce que quand on parle des marchés financiers, c'est bien de dire que tant que les tensions sont basses, les marchés vont monter, c'est génial. Si c'était le cas, en fait, tout le monde serait acheteur sans problème et les risques seraient quand même limités. Il y a quand même des risques sur les marchés, notamment aux États-Unis. C'est pas l'économie américaine qui fait peur, c'est plutôt en fait les marchés financiers qui sembleraient, et c'est un sujet, c'est un débat depuis un an, les marchés sembleraient être dans une bulle financière. Alors, si c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai quand on regarde juste le levier sur le New York Stock Exchange, donc les données que vous pouvez télécharger depuis le site du New York Stock Exchange. Ici, en rouge, c'est la dette de marge totale, globale, sur le New York Stock Exchange depuis 1996. Et en bleu, le SP500, donc l'indice S&P 500. Donc vous constatez que le S&P 500 monte, enfin les deux courbes sont quasiment les mêmes depuis le creux de 2009. Donc ça veut dire que si le SP500 devait partir à la baisse, le risque ici, c'est pas forcément que le S&P 500 parte à la baisse, parce qu'on peut perdre 10% et ça reste quand même un marché haussier. Le risque, c'est que derrière, s'il y a un événement qui n'est pas pricé sur le marché, eh bien cette phase de baisse pourrait se produire de façon rapide. C'est-à-dire que nous aurons éventuellement peut-être des débouclages de position, des appels de marge même, et si vous avez eu déjà un appel de marge sur votre compte de trading, vous savez très bien que quand vous avez trop de levier, ça va très vite, et c'est exactement ce qui pourrait se passer théoriquement parlant sur le marché américain. Certes, c'est pas une information qui va vous permettre de shorter le marché, c'est juste pour vous faire apprécier les risques qui sont là, qui peuvent rester présents encore un an, alors que le marché monte davantage, mais à un moment donné, quand le marché se retournera à la baisse, comme n'importe quel marché, on va avoir une correction un jour. Je ne sais pas si c'est déjà entamé depuis la semaine dernière, je ne sais pas si ce sera dans 6 mois. Le jour où ça commence, ça va aller plutôt vite. Donc le risque, il est là pour moi aux États-Unis. C'est pas l'économie américaine, c'est pas forcément avec la Fed. Je sais pas ce qui pourrait entraîner une forte baisse sur le marché. C'est juste pour vous faire apprécier ce risque ici. Et ça marche, ça fonctionne de la même manière que sur un compte de trading standard. Vous avez du levier, vous êtes trop exposé sur le marché. À un moment donné, quand ça se retourne à la baisse, il faut couper les positions soit en perte, soit en gain, et cela pourrait se produire donc ici. Donc voilà un risque sur le marché, c'est un risque depuis longtemps, et c'est pas pour autant une information qui vous permette de vendre le marché. C'est plutôt pour vous dire attention, s'il devait y avoir un événement qui encore une fois n'est pas pricé sur le marché, cela pourrait produire un marché baissier. Pour nous, s'il devait y avoir un tel événement, hormis la Fed, hormis le tapering, ce qui n'est pas vraiment un risque actuellement, mais vu que la bulle financière s'explique plutôt par les banques centrales, pourquoi pas avoir des craintes sur les banques centrales. Pour nous, en fait, le risque, c'est plutôt en Chine. Vous avez déjà vu ce qui se passe en Chine depuis plusieurs mois. On en parle ici chez DailyFX depuis un an, mais surtout, en fait, il y a des phases de crainte en Chine depuis 2011. À un moment donné, on parle de la Chine et puis finalement, on n'en parle plus et puis on revient dessus quelques mois plus tard. Pour moi, à partir de février, c'est clair qu'il y aurait une période d'aversion risque sur le marché avec des défauts
en Chine. La Chine, donc ici, le graphique que vous avez devant vous, ce sont des composants du PIB chinois, donc de la croissance chinoise. Donc le commerce international, les dépenses ou les revenus de l'État chinois, la consommation des ménages et l'investissement. Donc ici, en fait, on constate que l'investissement explique pour une bonne partie la croissance rapide de l'économie chinoise. Alors, on parle ici probablement, je pense, ce sera plutôt pour des experts en Chine, mais déjà les experts en Chine disent la même chose. On parle vraiment d'un surinvestissement dans l'économie chinoise, alors qu'on a créé par exemple des villes fantômes où personne n'habite, en espérant que il y ait une demande derrière pour le marché immobilier, qui n'est malheureusement pas là. Donc s'il s'agit effectivement d'une bulle immobilière en Chine, eh bien ce graphique-là montre quand même que la plupart de la croissance était expliquée dans le passé par l'investissement, ce qui pourrait, si finalement nous avons des défauts, si nous avons un net ralentissement de la Chine, ce qui pourrait en fait nous donner des prévisions à la baisse, des révisions à la baisse des prévisions de croissance en Chine, qui sont globalement établies vers les 7, je crois 7,7%. Les prévisions basses vers les 7,4%. Si nous avons par exemple une croissance de 7% en Chine, ce qui reste quand même une croissance positive, il va y avoir quand même des tensions sur le marché, parce que cela va peser énormément sur le commerce international et donc l'économie mondiale. Et en dessous des 7%, on va parler vraiment d'une forte période d'aversion de risque, je pense, avec un ralentissement beaucoup plus conséquent qu'attendu. Alors, bulle du crédit en Chine ou pas, ça se discute. Je dirais que si ça semble être une bulle, si vous avez l'impression que ce soit une bulle, moi je dirais que c'est une bulle, tout simplement. Ici, nous avons donc les encours des prêts, donc ce qu'on appelle en Chine les total social financing. Ce sont donc des prêts des établissements financiers et non financiers. Tout simplement, il y a des prêts, donc vous avez compris si vous avez lu les actualités ces dernières années, il y a des prêts qui ne sont pas inscrits dans les bilans des banques. Et donc, cela rappelle énormément ce qui s'est passé en 2007 avec les subprimes aux États-Unis. Tout simplement, quand vous avez des banques, des institutions financières qui prêtent aux secteurs les plus risqués, en l'occurrence les promoteurs de l'immobilier, les municipalités en Chine et les compagnies minières, ce sont les trois secteurs les plus exposés à un ralentissement chinois, à une hausse du coût du crédit chinois, et donc à une vraie aversion au risque. Eh bien, si finalement le marché se fait peur, si les taux donc d'emprunt montent, tout simplement il va y avoir beaucoup plus de défauts. Déjà, ça a commencé en février, nous avons eu plusieurs entreprises qui ont fait défaut, et cela vous montre à quel point, s'il s'agit d'une bulle financière en Chine, eh bien, il y a quand même des sommes énormes d'argent actuellement dans l'économie chinoise qui circulent. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de ces 13 products alors qu'ils existent depuis plusieurs années? Est-ce que c'est un thème qui revient sur le marché quand même? Ça date quand même depuis 2011. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça revient sur le marché alors que finalement c'est pas vraiment un thème et ça fait parler aux traders particuliers? Je ne sais pas, mais je dirais que s'il devait y avoir une période où il fallait en parler, c'est plutôt dans les mois à venir. Pourquoi? C'est parce que devant vous, c'est le graphique en fait des échéances de ces trust products, excuse-moi. Donc c'est un graphique fait par Bank of America Merrill Lynch et qui vous montre à partir donc du deuxième trimestre, nous y sommes, 2014, et ce jusqu'à 2016, nous avons pas mal d'échéances de ces trust products. Déjà au premier trimestre, nous avons eu des défauts de plusieurs entreprises, en l'occurrence quelques compagnies minières qui se sont endettées quand par exemple le charbon était à ses plus hauts historiques en 2011.
le cours du charbon, eh bien, tout simplement, ça pourrait quand même être une période difficile pour la Chine et donc une période difficile pour les marchés mondiaux théoriquement parlant. En tout cas, le marché chinois qui se retrouve déjà sous pression. Donc, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on en parle. Après, c'est pas aujourd'hui, à l'instant, en début avril, un thème majeur. C'était plutôt en février. Nous avons vu les actifs chinois partir à la baisse, notamment le cuivre qui est utilisé en tant que marge sur les marchés. Et donc, tout simplement, si ça se passe mal en Chine, ça se passera mal ailleurs. Pour le reste des thèmes, donc nous avons parlé de la zone euro et la Chine. Pour les États-Unis et le Japon, je vous invite à lire notre rapport. Ça fait quand même 40 pages. Et donc ici, on va terminer avec les prévisions de marché, donc les opportunités de trading. Je préfère toutefois, vu que les graphiques en fait datent de plusieurs semaines, plutôt aller sur les graphiques en temps réel pour vous dire concrètement ce que l'on pense des marchés en ce moment, et ça va vous donner donc un avis en temps réel actualisé sur ces marchés. Je vais commencer, même si ça ne fait pas partie de nos prévisions, juste avec le dollar index pour vous faire comprendre que le dollar américain depuis un an, il ne fait pas grand chose et ça semble être une période de consolidation sur le dollar index. Le problème, c'est que jusqu'ici, la volatilité, elle reste basse sur les marchés financiers et cela favorise en fait une consolidation, voire même une baisse de du dollar US. Ce qui favorise plutôt une hausse de l'euro-dollar, une hausse des paires en dollars. Et d'ailleurs, nous avons vu aujourd'hui en temps réel, donc le dollar index, le FXCM Dow Jones US Dollar Index, casser ses plus bas du mois de mars. Et visiblement, il devrait partir un peu plus bas pour aller chercher ses plus bas d'octobre. Ça, c'est sur le court moyen terme. Et peut-être même jusqu'à 10 300 points. Officiellement, le dollar index, il est haussier sur le long terme. Toutefois, c'est quand même une période finalement de consolidation latérale. Je me demande si nous allons pas voir un rebond éventuellement du dollar index ici, auquel cas l'euro-dollar pourrait faire un point bas. À l'heure actuelle, j'ai pas forcément envie d'acheter le dollar vu les perspectives qui sont floues aux États-Unis avec la Fed qui a changé son forward guidance, et donc ça représente quand même la tendance de l'euro-dollar pour moi. Maintenant pour l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, il était baissier avant. On avait au premier trimestre essayé de vendre l'euro-dollar sur les 1,38. Finalement, après 2 échecs sous ce niveau, on a dépassé donc cette résistance clé sur l'euro-dollar. Et tant que ça monte, tant que l'on reste au-dessus des 1,3650, on pourrait aller chercher éventuellement les 1,40, voire même au-delà des 1,40. Je dirais on pourrait aller chercher les 1,42 si l'on part à la hausse pour de bon. Donc ici, c'est une situation dans laquelle nous avons des perspectives d'assouplissement de la BCE, des spéculations vis-à-vis de la BCE, mais le marché visiblement, on n'est pas prêt à spéculer sur un tel programme d'assouplissement. Même on peut dire que peut-être il doute des perspectives d'assouplissement de la BCE. Donc, a priori, tant que ça monte, tant que nous avons une suite de creux ascendants et de sommets ascendants, ce qu'on est en train de faire, justement, on pourrait aller chercher les 1,40, voire même les 1,42. Donc moi je dirais, pourquoi pas viser à la hausse les 1,42. Après, je ne suis pas forcément à l'aise avec une stratégie d'achat de l'euro-dollar sur le moyen terme, alors que moi, fondamentalement parlant, je pense qu'on va avoir de nouvelles mesures d'assouplissement en zone euro. C'est juste en fait une situation dans laquelle nous avons une tendance et les opérateurs préfèrent suivre la tendance pour le moment, alors que la BCE tergiverse un peu. Voilà. Donc l'euro-dollar, je dirais que tant que les 1,3650 tiennent en avril et dans les mois à venir, surtout si on devait dépasser les 1,3950, on va aller chercher probablement jusqu'à 1,42. Et si finalement nous avons une cassure à la baisse, là finalement nous aurons
une situation dans laquelle les fondamentaux s'accordent avec l'analyse technique, et ça va vous donner une opportunité de vente sous les 1,36 pour viser des objectifs à 1,33, voire même les 1,30 en extension. Donc difficile de vendre l'euro-dollar, ça a fonctionné plusieurs mois. Encore une fois, en fait, on est au même niveau qu'il y a 5 mois, 6 mois même. Et donc c'est pas forcément la tendance la plus haussière sur le Forex, mais c'est quand même une tendance qui n'a pas encore été invalidée. Deuxième prévision, donc c'est peut-être Vincent Gann que je vais passer parce que c'est lui qui parle des paires yens le plus, donc je vais passer le micro à Vincent Gann. Merci Adrien. Alors, lorsqu'on s'intéresse à l'USD Yen, on s'intéresse naturellement au Japon, aux perspectives macroéconomiques au Japon, politique monétaire de la Banque centrale du Japon, et en fait de manière générale à la tendance du Yen sur le marché d'échange. Alors nous, ce que l'on estime, et ce qui est bien représenté ici sur ce graphique en données hebdomadaires, c'est que l'année 2013 a été, vous l'avez vu tous, fortement haussière pour la paire USD-Yen, fortement baissière pour le Yen japonais, et d'ailleurs nous avions là un mouvement sur le marché d'échange, bien identifié par l'analyse technique et en accord avec les fondamentaux monétaires domestiques propres au Japon. Sauf que ces fondamentaux monétaires domestiques propres au Japon, a priori, ne vont pas évoluer en 2014, en tout cas si l'on en croit les derniers discours proposés donc par M. Kuroda, gouverneur de la Banque centrale du Japon. Nous estimons donc que la paire USD-Yen a probablement achevé un cycle haussier en 5 temps, avec un point haut établi à 105,50 yens à la fin de l'année 2013, et nous serions désormais dans une phase de correction de cette phase haussière, et nous avons déjà eu donc une jambe de baisse, et nous sommes désormais dans une phase latérale avec un point haut récemment inscrit à 104 yens. Pour notre part, sur la paire USD-Yen, tant que le marché se maintient sous les 104 yens, il existe clairement un risque de baisse sur cette paire USD-Yen. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être surveillées sur ce marché, notamment le rôle de la moyenne mobile à 200 jours, mais aussi, donc vous pouvez la constater, donc là c'est une moyenne mobile optimisée à 140 jours que vous propose Adrian, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se met en place. Prenez aussi connaissance de cette trendline, les cours s'en rapprochent de plus en plus, réussissent de plus en plus difficilement à s'en éloigner lorsque les cours en approchent, et nous pensons que cette ligne de tendance haussière est menacée. Elle est menacée pour le trimestre en cours. Alors pour l'instant le signal n'est pas donné, mieux vaut vendre les résistances sur l'USD-Yen, comme cette stratégie a pu vous être proposée récemment sous les 104 yens. Mais dites-vous bien qu'en cas de rupture de la moyenne mobile ici optimisée à 140 jours, et en cas de rupture de la ligne de tendance haussière en place depuis mars 2013, nous aurions une inversion de tendance marquée de la paire USD-Yen avec un objectif sans hésiter. Nous pouvons engager les 95-96 yens, voire pourquoi pas, mais d'ici la fin de l'année, les 90 yens sur la paire USD-Yen. Donc pour l'instant, le signal n'est pas donné, mais nous avons là quelque chose de favorable à un rebond du yen japonais. C'est donc clairement défavorable à la tendance des actions japonaises, et c'est pourquoi on peut imaginer des stratégies de vente sur la paire USD-Yen, des stratégies de vente sur l'indice japonais Nikkei 225 qui nous semble être un bon véhicule. Et puis enfin, n'oubliez pas la corrélation historique qu'il existe entre l'indice S&P 500 et la paire USD-Yen. En clair, avoir ce type d'anticipation sur la paire USD-Yen, c'est quelque chose de défavorable à la tendance des actions américaines, et notamment donc des indices S&P 500, Dow Jones et donc Nasdaq à Wall Street. Alors si on continue sur le marché d'échange, vous avez sous les yeux la tendance du dollar néo-zélandais donc face au dollar américain. Sans surprise, le dollar néo-zélandais, vous l'avez constaté tout à l'heure, est le grand gagnant du premier trimestre. Peut-il être à nouveau le grand gagnant du second trimestre sur le marché d'échange? Pour l'instant, selon l'analyse technique, on constate que la tendance haussière reste bien présente. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande pourrait être amenée lors des prochains mois à poursuivre son récent cycle haussier des taux d'intérêt, et concrètement, tant que la paire NZD-USD préserve un support horizontal important qui se trouve à 85,30, on peut parfaitement imaginer qu'elle soit en mesure d'aller chercher
les 88-40 dollars américains. Alors ensuite, est-ce que le dollar néo-zélandais pourra aller au-delà? Pour l'instant, nous n'avons ni le signal technique ni les fondamentaux pour envisager ce type d'événement. Mais voilà en tout cas quelque chose à surveiller sur le NZD-USD qui reste en tendance haussière au-dessus des 85-30. Alors l'USD CAD, le dollar canadien. Le dollar canadien a été en grande partie sur le premier trimestre haussier, avouons-le, et vous le constatez ici à travers la tendance haussière de la paire USD CAD. Sauf que à la fin du premier trimestre, le leader des paires en dollars canadiens, l'USD CAD, a construit une divergence baissière de momentum. En clair, l'analyse technique suggérait, à la fin du trimestre, fin mars, début avril, que ce marché allait perdre en momentum haussier et soit latéraliser, soit enregistrer une correction baissière. Pour l'instant, il s'agit d'une phase de consolidation latérale. D'ailleurs, nous sommes actuellement sur un support important à 1,0920, mais on constate la faiblesse de la réaction des cours. Clairement, la paire USD CAD est sous l'influence d'une divergence baissière de momentum. Je vous invite à surveiller le support, le seuil des 50 sur votre RSI hebdomadaire. Les indicateurs techniques montrent qu'il y a de la place pour que ces paires corrigent. Nous estimons qu'il est, en ce début de premier trimestre 2014, trop tôt pour chercher à se positionner à l'achat à moyen terme sur ces paires en dollars canadiens, notamment USD CAD, Euro CAD et GBP CAD. AUD CAD, NZD CAD et CAD Yen sont dans des situations différentes. Mais en tout cas, lorsqu'il s'agit d'opposer dollar américain, devise européenne face au dollar canadien, nous pensons notamment ici que sur l'USD CAD, un repli est tout à fait possible en direction des 1,0750, où clairement, là, nous aurons peut-être des indicateurs techniques sur support, des prix à nouveau sur support, et il sera temps d'observer le comportement des cours et éventuellement la construction de figures d'inversion de tendance. Donc, pour le moment, l'USD CAD a devant lui quelques semaines de baisse. Les meilleures stratégies sont donc de vendre les résistances. Le dollar canadien reprend du poil de la bête. Le dollar canadien rebondit. Mais vous verrez que lorsque vous observez la tendance de la paire AUD CAD, eh bien ce rebond du dollar canadien reste quand même moins marqué que le rebond technique d'un certain nombre de monnaies qui avaient pu être fortement vendues en 2013. Dans tous les cas, le dollar canadien rebondit, mieux vaut chercher à l'acheter et donc par exemple à vendre l'USD CAD. Alors donc, moi je vais continuer avec une de nos stratégies préférées sur le Forex, c'est la paire AUD-NZD. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Cette paire de devises, tout simplement, alors si je viens rapidement sur nos prévisions trimestrielles, pour vous montrer, pour vous faire apprécier justement le seuil technique que cette paire de devises teste, c'est en fait un niveau, une opportunité détecté par notre collègue aux États-Unis, Jamie Settle. Et en fait, il a montré que cette paire suit des cycles donc de hausse et de baisse. Chaque cycle dure en gros presque 9 ans. Et en décembre, il nous avait dit que, techniquement parlant, il pourrait y avoir le début d'un nouveau cycle, haussier en l'occurrence, à partir d'avril 2014. Ça, c'était en décembre pour nos prévisions pour 2014. C'était en décembre qu'il a écrit ça et il s'avère que depuis, cette paire en fait commence à rebondir. Il est trop tôt de parler d'un point bas absolu, mais ce que l'on constate sur l'AUD-NZD, c'est que depuis 1979, donc ici, cette paire rebondit systématiquement sur ce seuil clé à 1,05, plus ou moins 1,05. Donc ici, nous avons une stratégie d'achat sur l'AUD-NZD. Nous avons invité justement nos lecteurs à passer à l'achat en mars, lorsque l'on était à 0,550. Et en fait, depuis, on commence à remonter. Alors, il est trop tôt, encore une fois, de parler d'un nouveau cycle sur l'AUD-NZD, parce que techniquement parlant, si on regarde par exemple ce qui s'est passé entre 2004 et 2006, eh bien ce marché n'avait pas de tendance sur l'AUD-NZD. Donc la dernière fois qu'on était sur ce même seuil technique majeur, en données hebdomadaires ici.
eh bien l'AUDNZD en fait pourrait donc soit se stabiliser dans un range qu'on peut quand même jouer à l'achat en achetant le support et peut-être éventuellement vendre sur résistance, c'est pas forcément notre stratégie, ou bien il pourrait tout simplement repartir pour de bon. Alors, les perspectives en fait actuellement sur les marchés, les perspectives favorisent plutôt la baisse, sachant que nous avons en Australie une banque centrale qui a baissé ses taux à partir de 2011, d'où la forte baisse sur l'AUDNZD. La RBA en Australie baisse ses taux, alors que la RBNZ en Nouvelle-Zélande ne baissait pas ses taux et même a commencé à parler d'une hausse des taux à venir, qui donc cette année en mars a augmenté ses taux. Donc les perspectives en fait jusqu'ici favorisent la baisse. Mais on voit qu'il y a une réaction, donc au niveau de l'analyse technique, c'est quand même intéressant d'acheter le support. Si jamais l'on devait avoir une dégradation des perspectives d'inflation en Nouvelle-Zélande avec le ralentissement chinois, avec notamment un impact sur les prix des produits laitiers en Nouvelle-Zélande, ce qui d'ailleurs a impacté à la baisse le dollar néo-zélandais la semaine dernière, eh bien l'AUDNZD pourrait théoriquement parlant faire un point bas et pourrait repartir à la hausse. Donc jusqu'ici il est très difficile fondamentalement parlant d'avoir un signal, enfin d'avoir un billet très haussier sur cette paire, mais nous trouvons que le seuil technique se joue jusqu'ici et donc nous avons en fait plutôt un avis favorable sur cette paire. C'est plutôt en fait des stratégies d'achat sur repli et pas sur accélération. Et tant que les 1,05 tiennent au deuxième trimestre, on va rester plutôt acheteur sur le long terme. Encore une fois, des retournements de tendance prennent du temps et on pourrait très bien repartir à la baisse pour aller chercher de nouveau les 1,05. Donc pour nous, en fait, chaque fois qu'on reviendra ici, si ça tient derrière, ce sera une opportunité d'achat pour nous. Si jamais, finalement, on devait dépasser les 1,09 dans les semaines à venir, en avril par exemple, on pourrait, techniquement parlant, aller chercher jusqu'à 1,12. Là, on regarde en fait en 2005, c'était à 1,12 que ce marché avait établi une résistance. Donc, probablement si on devait aller chercher les 1,09, ceux qui sont actuellement à l'achat depuis mars par exemple, eh bien vous aurez intérêt quand même à probablement couper vos positions à 1,12 parce que s'il manque de catalyseurs sur le marché, on pourrait techniquement parlant repartir à la baisse pour aller chercher le support. Donc jusqu'ici, stabilisation à mettre à profit par des achats sur support, sur repli et pas sur accélération. 1,09 c'était c'est toujours notre première cible. J'estime que cette cible va être atteinte d'ici peu, j'espère. Et puis au-delà des 1,09, les 1,12. Et 1,12 pour moi, ce serait peut-être là qu'on pourrait prévoir une nouvelle baisse de l'AUDNZD. Mais encore une fois, nous serons plutôt acheteurs de ce marché sur les 1,05 et pas forcément vendeurs sur rebond. Certainement, à 1,12, on pourrait s'intéresser à une vente, mais je pense qu'à ce moment-là, on va s'intéresser à une autre paire de dollars australiens. Donc voilà, AUDNZD, en fait, c'est une de nos convictions fortes sur le marché. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on en parle. Ça fait 2 fois qu'on a pu acheter le support. C'est soit un range, soit un double bottom. En tout cas, le support tient et donc on peut entrer à l'achat à un bon prix avec un bon ratio risque-rendement et ce pour jouer des supports, des anciens supports désormais résistance. Donc, ils font désormais résistance. Donc voilà, l'AUDNZD, c'est notre conviction sur le Forex pour le deuxième trimestre et même pour 2014, je pense. Je pense que c'est une stratégie de long terme. D'ailleurs, si vous allez sur la chaîne YouTube de Dailyfix France, vous allez trouver une vidéo réalisée spécialement pour cette stratégie, dont vous pourrez avoir un suivi déjà et un plan de trading dessus pour le long terme. Alors, on va passer maintenant sur les marchés boursiers, donc les indices boursiers. On va commencer avec un graphique qui est très intéressant, qui vous montre à quel point, en gros, ce graphique résume les raisons fondamentales pour lesquelles nous pensons que les marchés boursiers vont surperformer. On parle surtout des marchés boursiers aux États-Unis.
et pourquoi, enfin une raison pour laquelle l'or et les métaux précieux pourraient au moins ne pas baisser et peut-être même mieux performer, donc surperformer les actions US. Ici, nous avons donc le ratio or Dow Jones Industrial Index. Nous avons une ligne de tendance sur ce ratio. C'était pas la raison pour laquelle en janvier nous avons établi une stratégie de vente d'indices et d'achat de métaux précieux, mais c'était plutôt à partir des fondamentaux. Mais en fait, ce ratio au niveau de l'analyse technique nous conforte dans l'idée selon laquelle les indices boursiers vont surperformer, vont même peut-être corriger, et les métaux précieux probablement, j'espère en tout cas, ont beaucoup plus de marge à la hausse qu'à la baisse. Et donc, je reviens sur ce graphique. Quand on regarde la courbe de l'or sur le long terme et celle du Dow Jones Industrial Index, on constate ces périodes où le ratio était sur support, sur cette ligne de tendance. En 2000, entre 2001 et 2002, eh bien, le Dow Jones corrigeait à la baisse. D'accord? Entre 2004 et 2005, deuxième test de cette ligne de tendance, le Dow Jones ne baissait pas, mais ne montait pas non plus. C'était un marché latéral. Ensuite, en 2007, eh bien, c'était la crise aux États-Unis et donc le retournement baissier du Dow Jones. Nous sommes aujourd'hui à une période, on ne sait pas si finalement ce ratio va nous donner une vente d'indices, une position de vente d'indices et donc d'achat de métaux précieux, mais nous pensons que les marchés donc boursiers sont hauts. Ils ont besoin probablement de respirer. Nous voyons depuis la semaine dernière les indices partir à la baisse. C'est juste une correction pour le moment. Mais moi je pense que même avec un marché haussier, même si le Dow Jones devait faire de nouveaux plus hauts, il va manquer d'élan sur le marché. Et donc on pourrait voir en termes de pourcentage, pas en termes en termes nominaux, hein, en termes de pourcentage, une meilleure performance de la part des métaux précieux. C'est exactement ce que l'on a eu en janvier, et donc jusqu'ici nous n'avons pas eu de raison concrète pour changer d'avis sur cette stratégie de vente d'indices, achat de métaux précieux. Et donc techniquement parlant, moi j'aurais plutôt un avis défavorable pour le marché US, sans forcément vous dire que c'est là ici qu'on va jouer un point haut. Ça veut dire que en tant qu'investisseur, il n'y aura pas forcément de rendement à chercher sur les indices boursiers. Par contre, en tant que trader, on pourrait quand même faire de nouveaux plus hauts, donc techniquement parlant, on pourrait avoir des supports qui tiennent derrière. C'est pas forcément mon avis, mais pour rester factuel, vu que le marché ne fait que monter, c'est toujours une possibilité de voir de nouveaux plus hauts comme la semaine dernière. Donc voilà, ça c'est notre avis sur le marché US en regardant le S&P 500. Tout simplement, ce que nous avons écrit dans notre rapport, eh bien nous avons écrit le S&P 500 peut bien grimper jusqu'à 1900 points en avril, mais il risquera de subir rapidement des prises et bénéfices sous ce seuil psychologique. Alors, la semaine dernière, donc nous avons sur le S&P 500, sur les SPX 500 en tout cas, fait un point haut à 1899,1, donc pas très loin. La raison pour laquelle on avait évoqué les 1900 points, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un seuil psychologique. C'était grosso modo les 1900 points. Il peut aller chercher en fait 1910. Enfin, il pouvait aller chercher 1910. La raison pour laquelle nous pensons que ce marché va corriger plutôt à la baisse qu'à la hausse, enfin plutôt de monter à la hausse, et bien c'est tout simplement nous avons un canal haussier, techniquement parlant, dans un marché très haussier qui a besoin probablement de respirer, qui manque de conviction, je dirais. J'ai du mal à croire qu'il va y avoir une catalyseur à la hausse au deuxième trimestre, alors que selon la saisonnalité des marchés, nous avons souvent des périodes de correction baissière sur ces marchés. C'est le cas depuis 2010. Et donc en fait le S&P 500, moi je dirais en fait il ne montera pas forcément au-dessus des 1920 et il risquera plutôt de revenir sur sa moyenne mobile à 200 jours, qui est quand même une moyenne mobile qui donne des points bas globalement depuis 2012. Moi je dirais que ça fait longtemps depuis que nous n'avons pas testé cette moyenne mobile, donc je dirais qu'à un moment donné, on peut rester dans un marché haussier
et même avoir une correction jusqu'ici vers un support clé à 1730,45. Et puis plus tard, on va voir si ça s'achète ou pas. Dans tous les cas, le marché il est haussier, mais nous avons au niveau du rendement à chercher sur ce marché un avis défavorable. C'est la même chose pour le Dow Jones. Je dirais que le Dow Jones il va aller chercher les 16 000 points, même peut-être jusqu'à 15 600, 700 points au deuxième trimestre. Il est dans un range et donc il a testé le haut du range la semaine dernière, donc il peut aller chercher le bas du range. Le CAC 40, il est haussier, il tient plus que les indices US. Très honnêtement, vous voyez la résistance qu'on teste actuellement sur le CAC 40. Il est un peu difficile à l'heure actuelle de dire que le CAC va aller chercher de nouveau plus haut pour aller chercher les 4700 points. Ça reste quand même un objectif théorique à la hausse tant que l'on reste au-dessus des 4100 points. Mais déjà, en fait, on peut corriger à la baisse jusqu'à 4100 points déjà. Cette moyenne mobile à 12 mois sur le CAC fait office de support qui donc cela accompagne la hausse du CAC 40 depuis 2012 et cela se situe à 4163 à l'heure actuelle. Donc très honnêtement, le CAC, on comprend bien que aujourd'hui, ici sur un graphique de long terme, on se situe au milieu de nulle part finalement. Soit on revient sur support, soit on dépasse définitivement les 4500 points, auquel cas on ira chercher peut-être jusqu'à 4700 points. Mais vu le risque baissier sur les marchés US, qui ont donc entamé la semaine dernière une correction baissière, si cela continue, le CAC 40 en fait aura quand même du mal à monter davantage. Donc en l'occurrence, en fonction des indices US, j'aurai un avis plutôt baissier sur le CAC, mais uniquement si les indices US continuent de baisser. Si les indices US cassent leur prochain support technique, qu'on teste aujourd'hui même, eh bien le CAC devrait échouer sous cette résistance et aller chercher les 4200 points quelque part par là. Seul, pour ceux qui donc veulent le scénario du pire, hein, seule une baisse sous les 4100 points va nous donner une vraie inversion de la tendance sur le CAC, comme en 2010 et 2011. Ça reste quand même une possibilité. C'est peut-être pas le meilleur indice à shorter dans ce cas-là. Nous préférons en fait à la vente soit le Nikkei 225 qui donc montre la même configuration que celle sur le yen, vague d'Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, AB, et peut-être on est en train de faire la C. D'ailleurs, vous remarquez sur le yen, on n'a pas encore atteint la ligne de tendance de long terme, alors que le Nikkei 225, aujourd'hui, nous y sommes, hein, à l'instant. Donc si le Nikkei 225 casse son support et baisse en dessous des 14 200 points dans les prochaines séances, l'USD devrait casser son support normalement. Et donc je reviens sur cet indice donc, que nous préférons à la baisse, avec des objectifs en fait à 13 200 points, peut-être même jusqu'à 12 300 points. Vous savez que cet indice en fait sous-performe depuis le 1er janvier, et donc il pourrait casser ce support ici pour amorcer vraiment un retournement de la tendance. L'autre indice que nous préférons à la baisse, c'est un indice qui sous-performe depuis l'année dernière, c'est le FTSE 100. Le FTSE 100, pourquoi est-ce que nous préférons cet indice à la baisse? C'est tout simplement parce qu'il n'a toujours pas dépassé ses plus hauts de mai dernier, mai 2013, alors que tous les autres indices boursiers ont dépassé leur plus haut de 2013. Eh bien, ici, je pense que au mieux, on aura une correction jusqu'à, par exemple, 6200 points, peut-être même jusqu'à 6100 points. Et puis, on va voir, au pire, c'est un top du marché sous une résistance historique dans une espèce de range. Et si on baisse jusqu'à 6100 points, et si ça casse derrière, auquel cas le CAC 40 devrait casser les 4100 points à la baisse, nous aurons vraiment des marchés baissiers. Donc, le scénario du top du marché n'est pas à écarter. Toutefois, il est plus facile de jouer ce scénario spéculatif sur le FTSE 100 que sur, par exemple, le CAC 40. Donc, choisissez plutôt l'indice qui sous-performe les indices comme le Nikkei 225 ou bien le FTSE 100 à shorter plutôt que de shorter un indice qui monte comme, par exemple, l'IBEX 35. L'IBEX 35, c'est un des indices sur
lesquels nous avons toujours une stratégie d'achat de long terme, c'est plutôt buy and hold. Ça fait maintenant 9 mois que nous avons une stratégie d'achat engagée sur le marché espagnol, et nous avons donc un objectif à 11 000 points. C'est vrai que la correction de Wall Street pourrait pénaliser quand même cette hausse de l'IBEX 35. Il a fait quand même de nouveaux plus hauts de 3 ans la semaine dernière. Donc franchement, j'aurais toujours un objectif à 11 000 points. Les supports semblent tenir toujours. Donc pourquoi pas en fait viser jusqu'à 11 000 points. Il est difficile de vouloir acheter toutefois ici. Donc c'est plutôt pour ceux qui ont suivi notre recommandation d'achat de long terme. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup. Et qui ont tenu donc des positions d'achat dans une optique d'investissement de long terme pour viser les plus hauts de 2011 ici, 11 000 points. Ça peut d'ailleurs être une résistance intéressante pour un retournement du marché derrière, pour viser jusqu'à 9 300 points, mais pour l'instant nous préférons la hausse. Il faut dire que les marchés espagnols et italiens ont surperformé leurs homologues US, européens et asiatiques au premier trimestre, et il faut dire que c'est le cas depuis un an. Depuis un an, cet indice gagne 33% et la bourse de Milan gagne 46%. Alors que, par exemple, le FTSE 100 ne dépasse pas ses plus hauts de mai 2013. Donc voilà pour nos prévisions sur les indices. Il y a des indices qu'on peut vendre correctement, comme le FTSE 100, comme le Nikkei 225. Il y a des indices qui sont plutôt haussiers, comme l'IBEX 35. Il faut choisir en fait l'indice qui vous donne plutôt des stratégies dans le sens de la tendance, dans le sens en fait du trade que vous souhaitez mettre en place. Si vous êtes plutôt acheteur des indices, bien choisissez plutôt l'IBEX 35 ou bien le FTSE 100, enfin FTSE MIB, excuse-moi, FTSE MIB. Si vous êtes plutôt vendeur, le JPN 225 et le FTSE 100. Voilà, maintenant on va terminer donc avec les métaux précieux. C'est là où justement la situation se complique un peu. Les matières premières, les métaux précieux. Je vais passer le micro à Vincent Gann pour terminer là-dessus justement. Merci Adrien. Alors c'est un marché difficile, les métaux précieux. Moi je vais simplement revenir sur ce qu'on vous avait proposé en janvier, vous l'avez compris. On avait identifié des signaux techniques et des éléments fondamentaux aussi qui nous laissaient penser que les métaux précieux allaient avoir un bon comportement relatif. Alors, mais derrière un bon comportement relatif, plusieurs choses sont possibles. Les marchés des métaux précieux auraient pu moins baisser que les indices. Au contraire, on pouvait avoir les deux marchés qui montaient en même temps, et l'or et l'argent faire un peu mieux que le SP500. On pouvait avoir des métaux précieux qui montent et des indices qui s'effondrent, et finalement nous avons des métaux précieux qui ont monté et des marchés actions globalement plats. Nous pensons toujours que ce meilleur comportement relatif va se poursuivre au second trimestre. On fait donc appel à l'analyse technique pour nous éclairer sur des niveaux d'entrée intéressants sur l'once d'or notamment, c'est celui que vous avez sous les yeux. Les 1175 $, c'était un pivot important, on le voit en 2009, en 2010. Ça a été le point bas de l'année 2013 et c'est un niveau que le marché est revenu tester à la fin de l'année 2013 avec une belle impulsion début d'année 2014. Il y a maintenant un nouveau pivot, il se trouve à 1265 $. Il a bien fonctionné la semaine dernière et clairement nous cherchons toujours des achats sur l'once d'or. Et tant que ces 1265 tiennent, eh bien les probabilités les plus importantes sont que les cours parviennent à s'affranchir de la ligne de tendance baissière qui est en place en fait ici depuis 2012, et puis derrière aller chercher l'objectif que nous avions annoncé donc au mois de janvier, à savoir les 1415 $ sur l'once d'or. Alors l'once d'or se comporte bien, le repli des dernières semaines a été assez violent. Mais au final c'est pas si choquant que ça. On avait pu voir qu'à travers la lecture d'un certain nombre d'indicateurs de momentum, il y existait des divergences baissières, sauf que celles-ci ont produit leur effet, les indicateurs se sont dégonflés et nous apprécions la réaction sur 1265. Imaginons que les 1265 cassent, ce qui n'est pas le scénario que nous privilégions. Dans ces cas-là, ce marché créerait en fait un range entre 1175 $ et 1415 $. Mais au final, le scénario que nous écartons,
c'est celui d'un décrochage violent de l'once d'or sous les 1176 $ et un repli vers les 1000 $. C'est clairement pour nous un scénario vraiment minoritaire. Donc 1265 $, un marché qui s'y replie prochainement, eh bien c'est un niveau d'achat selon l'analyse technique et selon, on l'a vu, les comportements relatifs entre grandes classes d'actifs. Alors on va continuer sur ce compartiment des matières premières et puis envisager peut-être la situation de l'argent si nous l'avons. Alors l'argent, là aussi n'oubliez pas l'importance du comportement relatif. Vous l'avez vu, l'IBEX fait mieux que le CAC, le MIB fait mieux que le DAX, le CAC fait même mieux que le DAX. Les comportements relatifs entre zones géographiques, les indices actions américains qui font moins bien que les indices actions européens. Bref, un gérant d'actifs, dites-vous bien, a toujours cette vision du marché. Il a une masse de capitaux et il la déplace d'une classe à l'autre, d'une zone géographique à l'autre, ou au sein d'un même marché, d'un actif à l'autre. Et là, vous êtes sur le marché des matières premières, mais on est encore plus spécifique. Vous êtes sur le compartiment des métaux précieux au sein du marché des matières premières. Et donc, or et argent ont entre eux un comportement relatif. Et il s'avère que l'or est plus performant que l'argent en termes relatifs. Et c'est pour ça qu'il nous semble en effet plus judicieux d'aller chercher à acheter l'once d'or sur 1265. Dans tous les cas, le niveau des 19 $ est clairement majeur sur le métal argent. Vous constatez que c'est un pivot chartiste horizontal en place depuis 2008 qui fonctionne plutôt bien, qui a vraiment produit un effet intéressant ici, on le voit à l'été 2013, qui a à nouveau bien fonctionné en janvier 2014, et finalement ce marché se retrouve comprimé entre une oblique de tendance baissière en place depuis 2011 et ce support horizontal. Nous estimons que cette compression sera bientôt terminée, et si nous pouvons viser 1415 $ sur l'once d'or tant que le support des 1265 tient, nous pensons toujours qu'au-dessus des 19 $, l'argent est en mesure de s'affranchir de cette oblique de tendance baissière et de rejoindre les 24 $ à moyen terme. Sans extrapoler sur le scénario qui pourrait se produire, retenez que 1265 $ s'achètent sur l'once d'or et que tous les tests des 19 $ sur l'argent s'achètent. Alors toujours sur le marché des matières premières, parlons de l'énergie, parlons des pétroles. La situation des pétroles, elle est complexe. On peut toujours avoir une approche financière lorsqu'on étudie le pétrole, en termes de rapport au risque, attrait ou aversion pour le risque. Après, il y a bien sûr des fondamentaux qui influencent ce marché, mais restons simples, ayons une approche technique. Il y a un point commun entre le pétrole britannique, celui de la mer du Nord, le Brent, UK Oil, ici sous vos yeux, et le WTI, c'est qu'ils sont soutenus par une ligne de tendance haussière en place donc depuis 2009. Et ici on s'intéresse au Brent dans le cadre de stratégie de vente, tout simplement parce qu'en termes relatifs, le Brent fait moins bien que le WTI. Ça c'était, je dirais, la première approche. La seconde approche est donc cette oblique-là. Et on observe en fait que les cours à chaque fois reviennent tester cette oblique et ont de plus en plus de mal à s'en éloigner. Et finalement, actuellement, sont en contact de cette ligne de tendance haussière. On a eu un semblant de cassure, mais pas de décrochage violent. Vous avez aussi ici une moyenne mobile intéressante à surveiller, elle est optimisée, on voit que les cours la travaillent régulièrement et elle se trouve donc à 105 $. Nous estimons donc que le Brent constitue une opportunité de vente, mais au contact de résistance. Les stratégies de cassure sont plus difficiles à mettre en place, et donc nous pensons qu'un Brent qui reviendrait vers des niveaux de résistance, alors vous avez ici bien sûr la plus évidente d'entre elles, qui se trouve aux alentours des 110, 111 $, pour être mise à profit pour des stratégies de vente. Et puis clairement derrière, si ce marché venait à casser cette oblique haussière en place depuis 2009, eh bien nous aurions une baisse d'amplitude sur ce marché avec eh bien des niveaux de support qui constituent tout simplement les creux les plus saillants depuis donc les derniers mois, avec le support les plus évident ici donc à 90 $ sur le Brent.
Alors, on a fait un beau panorama de marché, on a essayé de couvrir la plupart des actifs, toutes classes d'actifs confondues, indices, forex, matières premières. On a essayé de revenir sur ce qui nous semble être le plus judicieux à mettre en place au prochain trimestre. N'oubliez jamais cette approche relative des marchés financiers. L'indicateur technique ratio permet justement de mesurer, d'avoir des phases relatives comme ça qui durent longtemps, qui sont souvent beaucoup plus inertes. Soyez dans le sens de la tendance. Si vous cherchez à vendre, vendez l'indice qui sous-performe. Sur les indices, le Nikkei, le FTSE 100. Et enfin, sur le marché des changes, toujours un œil sur le cycle des taux d'intérêt, les banques centrales. N'oubliez pas aussi les indices devises que vous pouvez ajouter donc à votre plateforme. Et vous aviez par exemple quelque chose que nous vous avons présenté dernièrement sur le dollar australien. Si vous observez la tendance du dollar australien en tant qu'indice, l'AUD index, l'indice dollar australien, vous aviez des figures chartistes aussi d'inversion de tendance tout à fait efficaces. Sur le plan des fondamentaux, la Chine, bien sûr la politique monétaire de la Banque centrale européenne, et puis cet inconnu, la politique monétaire des États-Unis et cet inconnu sur le marché des changes, le dollar américain, qui, en dépit de taux d'intérêt obligataires, par exemple, de plus en plus supérieurs à ceux pratiqués en Europe, est surprenant de constater par exemple que les taux obligataires du sud de l'Europe tendent vers ceux pratiqués par les États-Unis. Tôt ou tard, le dollar américain rentrera dans une phase de rebond. Et vous avez pour cela le dollar index, l'indice dollar, avec le support mentionné donc en début de prévision trimestrielle. Vous pouvez retrouver tous les supports qui vous ont été expliqués donc lors de ce point de marché, ce séminaire en salle de trading, sur le site internet, dans la rubrique formation, guide de trading du site DailyFX. Et puis nous sommes disponibles donc sur le forum ou dans le cadre des émissions de trading pour répondre à vos questions sur ces prévisions trimestrielle. Donc je me joins à Adrian et à toute l'équipe d'EliFX pour vous remercier d'avoir été attentif à ces prévisions trimestrielles. Nous aurons de toute façon régulièrement l'occasion de revenir dessus, d'insister peut-être sur des stratégies qui se mettraient davantage en place que d'autres. Et puis bien sûr nous continuerons chaque jour à actualiser nos vues de marché sur indices, matières premières et forex. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt donc sur DailyFX